Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, merci de nous retrouver pour votre émission Médine. Médine, cette émission consacrée donc aux grands acteurs du développement. Nous allons avoir une émission consacrée à la question donc de la santé en lien avec le développement. Pour en parler, j'ai deux invités avec moi et je vais les laisser le temps de se présenter à vous. Monsieur le directeur, je vous permets donc de vous présenter en premier avant d'avoir notre second invité. Je m'appelle Mounirou Babi, je suis professeur d'hématologie et directeur général du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Moi, je suis docteur Boubacar Ali Touré, je suis médecin hématologiste au centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Merci beaucoup d'être avec nous en tous les cas. Pour cette émission, vous l'avez compris, nous allons parler de Covid, mais pas que, parce qu'en plus du Covid, il y a d'autres maladies qui sévissent malheureusement au Mali et nous allons mettre l'accent sur la drépanocytose. Monsieur le directeur, ma première question, elle est toute simple. Aujourd'hui, le Mali vit, à l'instar de tout le monde entier, cette maladie à coronavirus. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous pensez que nous avons les moyens aujourd'hui de faire face à cette pandémie au Mali? Merci monsieur. Moi, j'ai le sentiment de fierté. Depuis l'annonce de cette maladie le 31 décembre à Wuhan, la province du Tibet, en Chine, cette maladie a été déclarée comme une urgence de santé publique de portée internationale. Exactement un mois après, le 31 janvier 2020. Urgence de santé publique de portée internationale, cela, dans le cadre du règlement sanitaire international, voudrait dire que tous les pays doivent se préparer pour faire face à cette pandémie-là. Et je pense que c'est ce que le Mali a fait, parce que le ministre de la Santé a fait tout de suite une note verbale pour informer le Conseil des ministres. Et après cette note verbale, nous avons procédé à l'élaboration d'un plan que nous avons appelé le plan de prévention et de riposte contre la maladie à coronavirus. À l'époque, ce virus-là n'avait pas encore pris le nom de Covid-19, c'était le nCoV-19. Et vous avez vu vous-même qu'à la suite de ce plan, il a été mis en place des centres de traitement dans les plus grands hôpitaux. Donc je pense que beaucoup a été fait. Et surtout, il faut saluer l'engagement et le leadership des plus hautes autorités du Mali pour ce combat-là contre cette pandémie. Qui n'est pas donné parce que la pandémie est toute nouvelle. Voilà, elle est toute nouvelle. Mais là, ça m'amène à une seconde question que je vais peut-être avoir pour Dr Touré. Ma question, c'est de savoir, on sait que cette maladie, quand elle vous touche, malheureusement, elle devient beaucoup plus agressive quand il y a des antécédents par rapport à d'autres maladies. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un lien entre le Covid et la drépanocytose? Est-ce que quand on est malade, quand on est drépanocytaire, on est beaucoup plus exposé au Covid-19? La drépanocytose, effectivement, c'est une maladie héréditaire, génétique, qui est transmise aux enfants par les parents. Et c'est une maladie qui affecte un élément du sang qu'on appelle le globule rouge. Donc c'est ce globule rouge qui est mal formé et qui va, effectivement, quand il est déformé, il va devenir rigide et il va obstruer les vaisseaux. Donc quand il va obstruer les vaisseaux, le sang ne passe pas. Et si le sang ne passe pas, comme c'est le sang, c'est la principale source d'énergie, donc la partie du corps qui ne reçoit pas le sang va souffrir. Et cette souffrance s'exprime par la douleur. Donc c'est pourquoi c'est une maladie de la douleur. Et donc, c'est une maladie aussi qui évolue, comme on dit, par ce qu'on appelle des crises. Et ces crises sont déclenchées par un certain nombre de choses. Des facteurs. Un certain nombre de facteurs, notamment les efforts physiques, le froid, la chaleur et surtout les infections. Et donc, les infections, dans les infections, il y a d'abord la fièvre, donc qui peut être un facteur qui peut déclencher la crise. Et ensuite, l'infection elle-même, et surtout dans le contexte de l'infection à Covid-19, ce qui a été décrit, c'est que c'est une infection qui affecte beaucoup plus les voies respiratoires, donc, notamment les poumons. Et donc, qui dit atteinte pulmonaire va dire une difficulté d'avoir de l'oxygène. Et s'il y a difficulté d'avoir de l'oxygène, donc quand la pression d'oxygène baisse chez les drépanocytaires, ça peut être un facteur déclencheur de la crise. Donc, les drépanocytaires sont des malades qui sont vulnérables au Covid-19, comme les autres pathologies chroniques, le diabète,
attention qui peuvent exister. Et donc, on peut dire que le Covid, dans notre contexte, est un facteur de gravité chez les drépanocytaires, d'autant plus que la présentation même clinique de la maladie à coronavirus ressemble très à quelque près de manifestation aiguë de la drépanocytose, qui est ce qu'on appelle le syndrome thoracique, qui aussi va se manifester par la fièvre, la toux, la gêne respiratoire. Et donc, facilement la confusion est faite. Et malheureusement, cette complication est une des complications qui est responsable de décès chez les drépanocytaires. Et donc, un drépanocytaire qui va faire l'infection à COVID-19 a un risque élevé de développer cette complication qui est très souvent mortelle si elle n'est pas prise en charge de façon rapide et efficace. Mais là, si elle n'est pas prise en charge de façon rapide et efficace, ça m'amène à une question. Ma question, elle est toute simple, c'est de savoir si votre centre aussi joue un rôle dans la réponse contre le COVID-19 aujourd'hui au Mali. Et pour ce qui nous concerne, nos missions, d'abord, c'est au niveau du centre de lutte contre la drépanocytose, c'est d'abord une mission de formation sur la maladie drépanocytaire. Une formation adressée aux apprenants de la faculté de médecine, à tout le personnel socio-sanitaire, et une mission aussi de recherche, et une mission de prise en charge, notamment les soins spécifiques aux drépanocytaires, et enfin une mission en matière de sensibilisation, de communication, tout ce qui est communication pour le changement de comportement. Donc à ce titre-là, dès que nous avons reçu, bien avant même qu'on ait reçu l'instruction du ministre de la Santé et des Affaires sociales, nous avons mis en place au niveau du CRLD ce que nous avons appelé un comité de crise pour la gestion des catastrophes et des épidémies. Donc on n'a pas voulu ce comité de crise que pour le Covid-19, nous avons mis en place, à l'image du comité permanent de gestion des crises du ministère de la Santé, un comité permanent au niveau de notre centre. Des réunions ont été faites, et à la suite de cette réunion, nous avons pu élaborer avec l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose, qui est une association des malades créée depuis 1990, et la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique à travers sa division maladies non transmissibles, nous avons pu éditer des mesures à notre niveau, des directives à l'endroit des malades drépanocytaires, à l'endroit du personnel et à l'endroit des centres de prise en charge du Covid-19. Parce que la prise en charge de la maladie drépanocytaire est une prise en charge assez spéciale, ce qui fait que les centres, au niveau de ces centres, nous avons pu envoyer des protocoles de prise en charge de la maladie drépanocytaire. Nous avons nommé des médecins référents pour ces centres-là. Nous avons formé le personnel même sur la gestion du Covid-19, l'isolement des patients au cas où. Donc nous avons pu identifier et équiper 2 salles d'isolement au cas où on aurait des cas suspects, on touche du bois. Voilà toutes les mesures que nous avons mises en place, et in fine, tout ce qui est intrant, le ministère a salué le ministère de la Santé et des Affaires sociales, parce qu'il a mis à disposition des intrants, notamment les masques, les gels hydroalcooliques, les dispositifs de lavage des mains, les thermoflages pour le contrôle de la température. Donc c'est toutes ces mesures-là qui sont mises en place aujourd'hui au niveau du centre de recherche sur lutte contre la drépanocytose, qui viennent renforcer déjà des mesures qui étaient là. Parce que ces drépanocytaires-là, comme le collègue l'a dit, c'est des malades qui sont très fragiles, très vulnérables et qui ont une immunité, c'est-à-dire une défense contre les microbes qui est assez faible. Là, donc pour cela, je pense qu'il y a des mesures qui étaient déjà là, que nous sommes en train de renforcer. Vis-à-vis de la maladie de Covid-19. Là, aujourd'hui, ma question, Dr Touré, c'est vraiment de savoir, on a le sentiment souvent que c'est une maladie spéciale, c'est une maladie peut-être méconnue, on prendra le temps de parler de cela, mais aujourd'hui, quand on a un drépanocytaire chez nous à la maison, est-ce qu'il peut se dire qu'il a une assistance? C'est vrai que le centre existe, peut-être pas connu de beaucoup de monde, mais est-ce qu'on peut se dire qu'on a une assistance de l'État? Est-ce qu'on peut se dire qu'au niveau du système de santé, toutes les dispositions sont prises pour que notre malade de la drépanocytose puisse avoir, j'ai envie de dire, le minimum pour ne pas souffrir de cette maladie, pas de cette pandémie? Donc, par rapport à la prise en charge même de la drépanocytose, c'est cela.
Le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a été mis en place pour ça. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est une maladie effectivement qui est peu connue à la fois de la population et aussi du milieu médical, donc la prise en charge pose des difficultés. Mais c'est une maladie qui a été reconnue comme problème de santé publique et avec comme principale recommandation pour tous les États de mettre en place des centres spécialisés pour la prise en charge. On peut certainement avoir un certain nombre de téléspectateurs qui vont douter de l'existence de ce centre. Nous avons fait la démarche d'aller vous voir dans vos locaux. On a eu ce bonheur-là de constater que vous aviez les équipements qu'il fallait. Et je voudrais donc inviter nos téléspectateurs à suivre ce reportage. S'il faut trouver un lien avec la santé et le développement d'un pays, il suffit parfois de tourner la tête vers la drépanocytose. Cette maladie parfois méconnue du grand public, mais qui, à force d'insuffler une forte douleur, empêche ses victimes d'être productifs la moitié du mois. Par son fait, beaucoup de malades n'atteignent même pas l'âge adulte. À une plus grande échelle, cette maladie a certainement un impact sur l'économie d'un pays. Si on sait là qu'il importe de s'interroger sur les dispositions du Mali pour lutter contre cette maladie. Nos recherches nous conduisent au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, première et unique structure de prise en charge complète de cette maladie au Mali. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a été créé dans le but de faciliter l'accès aux soins aux drépanocytaires. Nous avons 4 unités au centre ici, qui commencent par l'accueil. C'est un préliminaire pour la prise de contact avec les médecins, donc pour pouvoir les diriger. Nous avons un laboratoire, un des plus performants, qui s'occupe du dépistage et des prises de sang, NFS et tout. Nous avons aussi l'unité d'hospitalisation qui s'occupe particulièrement de l'hospitalisation des malades qui arrivent en cas d'urgence pour une transfusion sanguine et uniquement pour les drépanocytaires. Et pour conclure, nous aurons aussi de ce côté-là le centre radiographique qui est composé du Doppler et aussi de l'unité de transfusion de la machine de transfusion sanguine qui permet de transfuser du sang aux malades qui en ont besoin. C'est donc une bien belle ambition, faire ce centre entièrement équipé pour prendre en charge cette souffrance afin qu'elle soit un triste souvenir, à condition de s'y atteler très vite. Mais pour cela, il faut savoir distinguer les symptômes de leur apparition. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui est transmise aux enfants par les parents. Et c'est une maladie qui est liée à une anomalie au niveau d'un élément du sang qu'on appelle le globule rouge et un constituant de ce globule rouge qu'on appelle l'hémoglobine qui est mal formé et qui, lorsqu'il est soumis à certaines conditions, va se déformer et entraîner une obstruction des vaisseaux et entraîner les manifestations de la maladie, en particulier les douleurs. La maladie a été reconnue comme un problème de santé publique à travers le monde et les recommandations qui ont été faites, c'est de créer des centres spécialisés pour la prise en charge. Et donc le Mali a répondu à cet appel en mettant en place ce centre-là qui existe depuis 2010 et qui assure une prise en charge, comme on le dit, holistique des drépanocytaires. Donc prise en charge dans le cadre de ce qu'on appelle un suivi médical et la prise en charge aussi de ce qu'on appelle les complications, qu'elles soient les complications, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Et en plus aussi, au niveau du centre, on assure aussi le dépistage, c'est-à-dire de rechercher si la personne qui se présente, si elle est drépanocytaire ou pas. Et le dépistage va nous conduire un peu à ce qu'on appelle un peu la prévention, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de drépanocytaire. Et pour qu'il n'y ait pas d'enfants drépanocytaires, il faut éviter que 2 personnes qui portent le gène se marient. Et pour savoir si on porte le gène, le seul moyen, c'est le dépistage. Donc il est important pour prévenir cette maladie, que les jeunes, avant même de se marier, se fassent dépister pour connaître ce qu'on appelle le statut hémoglobinique, pour savoir quel est le type d'hémoglobine ils ont. Donc s'ils sont porteurs du gène, il faut qu'ils sachent que s'ils doivent se marier, il faut que l'autre aussi fasse son dépistage pour voir s'ils portent le gène ou pas. Donc s'ils sont tous porteurs du gène, c'est qu'il faut éviter de se marier parce que le risque c'est d'avoir un enfant malade. Maintenant, l'autre côté du dépistage aussi, c'est de rechercher la maladie le plus tôt possible. C'est ce qu'on appelle le dépistage néonatal,
C'est-à-dire que l'enfant, dès la naissance, on fait un prélèvement pour voir s'il est drépanocytaire ou pas. La drépanocytose est donc une maladie héréditaire causée par la présence d'hémoglobine anormale dans le sang. Le traitement de cette maladie a demandé au Mali un effort financier pour mettre sur pied ce centre qui, au regard des équipements, marque une confiance renforcée dans notre système de santé. L'appareil permet de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ça permet de quantifier les différentes fractions de l'hémoglobine. Si par le passé, cette maladie a enregistré des victimes, et pour cause, le manque de moyens et de soins adéquats dans notre pays, aujourd'hui, l'espoir est permis. On est heureux de voir ce reportage qui montre que justement, comme vous l'avez dit, le Mali dispose d'un centre à hauteur au niveau de la lutte contre la drépanocytose. Mais là, aujourd'hui, moi j'ai une question. Votre centre reçoit combien de malades? Aujourd'hui, est-ce qu'on a le nombre exact de malades de la drépanocytose au Mali? Merci pour cette question. Donc, c'est pour dire que effectivement, la drépanocytose, comme vous l'avez dit, c'est un problème de santé publique. Donc, aujourd'hui, au Mali, on estime à environ, comme on dit, 12% de Maliens qui portent le gène de la maladie, donc ils peuvent transmettre la maladie à leurs enfants. Et que les estimations qui ont été faites, c'est entre 5 000 et 6 000 enfants qui naissent avec la maladie chaque année. Chaque année au Mali. Et le centre, depuis son ouverture jusqu'en fin de 2019, a enregistré 12 000 patients malades qui sont inclus dans un programme de suivi. Professeur, est-ce que de cette maladie on guérit? On ne guérit pas de cette maladie. Il s'agit d'une maladie handicapante, d'une maladie chronique. Il a été dit qu'il s'agit d'un problème aussi de santé publique. C'est pourquoi aujourd'hui c'est une priorité de santé publique, déclarée par l'OMS en 2006, par les Nations Unies en 2018. Et depuis cette date d'ailleurs, il a été institué une journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Nous avons des soins spécifiques. 19 juin de chaque année, nous avons des soins spécifiques pour ces malades-là. Et le centre aujourd'hui répond à tous les standards pour une meilleure prise en charge, pour une qualité de vie meilleure de cette drépanocytose. Donc si je comprends bien, on peut être malade. On peut être malade et continuer de vivre comme si de rien n'était. Nous avons des drépanocytaires aujourd'hui qui ont plus de 50 ans. Avant, on disait que c'est des malades qui n'atteignaient pas l'âge de 25 ans, qui ne voyaient pas leur 25e anniversaire ou 5e anniversaire. C'est vrai qu'avant l'âge de 5 ans, la mortalité elle est assez élevée s'il n'y a pas une prise en charge spécifique. Aujourd'hui, Dieu merci, avec ce centre-là, nous avons des malades qui ont plus de 50 ans et plus de 60% de nos malades sont des adultes. Là, je vais vous poser la question qui fâche. C'est un problème de santé publique. Est-ce que ce problème de santé publique il est pris très au sérieux au niveau de notre gouvernement? Est-ce que la question qui fâche est là? Est-ce qu'on vous donne les moyens pour répondre à ce problème de santé publique? Je pense que, comme je l'ai dit à l'entente, le gouvernement du Mali est très engagé dans cette lutte-là, à travers les différents présidents de la République que nous avons connus, à travers les premières dames. Et c'est ce qui a fait que nous avons pu tout de suite trouver une réponse à ces préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé pour mettre en place ce centre-là en 2010 avec l'appui de nos partenaires, parce qu'il y a un consortium de partenaires qui nous ont appuyés. Il s'agit de la Fondation Pierre Fabre et du gouvernement princier de Monaco et qui continue d'ailleurs à appuyer ce centre-là dans le cadre des soins, dans le cadre de la formation et dans le cadre de la recherche. Et le fait que le gouvernement a inscrit les 2 journées dans son calendrier, s'il s'agit de la journée africaine de lutte contre la drépanocytose qui est célébrée tous les 10 mai et la journée internationale de la drépanocytose tous les 19 juin, je pense que là, il s'agit d'un engagement de la part de nos autorités. Et le financement qui est accordé au niveau de notre centre aussi nous permet, en plus de ce que nous accordent les partenaires, de pouvoir assurer une prise en charge des malades drépanocytaires. Je vais avoir une question pour vous, docteur, parce que là, on met à une perche, il y a une journée africaine de lutte contre la drépanocytose. Est-ce que dans vos travaux de recherche, vous intégrez justement ce qu'on va appeler la pharmacopée africaine, ce qu'on va appeler les savoirs endogènes africains? Est-ce que vous les intégrez dans la recherche contre cette maladie? Effectivement, c'est intégré, tant plus qu'on a
fait des travaux qui sont en cours avec la division de la médecine traditionnelle pour évaluer un peu les médicaments qui sont utilisés traditionnellement pour voir ce que ça peut apporter. Et dans d'autres pays aussi, d'autres médicaments ont été testés, mais effectivement, on n'est pas encore allé très loin en profondeur, mais c'est tout un début pour voir un peu les médicaments qui sont utilisés par les uns et les autres, qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça contient et qu'est-ce que ça peut apporter aux drépanocytaires, dans l'avenir pouvoir dégager des éléments qui peuvent, comme les autres médicaments, assurer une prise en charge des malades pour que les malades puissent vivre avec leur maladie sans problème particulier, comme on dit, parce que ce n'est pas une maladie qui guérit, mais c'est une maladie qui se soigne. Absolument. Je vais prendre le temps maintenant d'insister sur une question, c'est celle de la communication pour le changement de comportement. Les malades, vous avez beaucoup insisté sur les enfants, 5000 enfants qui naissent chaque année avec cette maladie-là. Comment est-ce que les parents, dès le bas âge, peuvent détecter cette maladie? Et puis, c'est une bonne question, je pense. Je me jette des fleurs, mais je pense que c'est une bonne question. Est-ce que la prise en charge doit se faire forcément dès le bas âge, ou est-ce que même quand on grandit avec la maladie, on peut être pris en charge sans risque? L'idéal, c'est que, comme ce qui a été recommandé, à défaut de pouvoir éviter la naissance d'enfants malades, ce qui suppose que l'ensemble de la population se dépiste avant le mariage, pour savoir son statut, pour éviter de se marier avec quelqu'un avec qui on peut avoir un enfant malade. À défaut d'avoir ça, c'est de pouvoir diagnostiquer, comme on fait le dépistage néonatal, donc diagnostiquer très tôt la maladie, dès la naissance ou avant les 6 premiers mois, avant les premières manifestations, et mettre en place des dispositifs de prise en charge pour éviter que le malade manifeste la maladie, c'est-à-dire qu'il fasse des crises. Parce que toutes les études qui ont été faites, notamment surtout aux États-Unis, plus tôt on fait le diagnostic et on met en place une prise en charge, mieux le malade va vivre et plus longtemps il va vivre. Mais à partir de là, professeur, quel est le conseil que vous donnez aux parents? C'est-à-dire que dès que l'enfant naît ou avant la naissance de l'enfant, quelle est la démarche à faire pour s'assurer que justement on n'a pas d'enfant, on n'a pas de potentialité d'avoir un enfant drépanocytaire? Je pense que les stratégies à notre niveau aujourd'hui en matière de prévention, c'est surtout de mettre l'accent sur la communication pour le changement de comportement. Cette émission en est une. Expliquer la maladie aux populations, que les gens puissent savoir de quoi il s'agit, pour les faire amener à ce dépistage. Au niveau du CRLD, nous avons commencé le dépistage néonatal, mais il s'agit des travaux préliminaires qui ont été jusqu'ici réalisés. Mais au-delà de ces travaux préliminaires-là, je pense que même au-delà de la période néonatale, si cette maladie-là elle est connue des populations, les familles peuvent venir avec leurs enfants à tout moment pour qu'on puisse aller rapidement faire ce dépistage et pouvoir savoir s'il y a cette maladie drépanocytaire ou pas. Surtout si c'est un couple qui est connu comme étant un couple d'hétérozygote AS, c'est-à-dire les deux parents portent le gène anormal. C'est quand les deux parents portent le gène anormal, qui est l'hémoglobine S, cette hémoglobine anormale, que ces deux parents peuvent transmettre ces deux allèles-là à leurs enfants, et c'est là où on a affaire à des formes graves qu'on appelle les formes homozygotes, les formes SS. Là, je pense que les téléspectateurs seront heureux aussi de cette question qui sera certainement la dernière pour vous, docteur. C'est en lien encore une fois avec les enfants. Je sais que les enfants, pour la plupart, c'est vraiment l'école, leur niveau de vie. Est-ce que les enseignants sont approchés dans votre démarche de communication pour que ces derniers puissent éventuellement détecter la maladie ou être à même de détecter cette maladie-là? Merci pour cette question. D'accord, à un moment donné, on avait effectivement fait une démarche de formation, notamment dans certaines académies, au tout début de l'ouverture du centre. Mais les dispositions qu'on a prises, c'est en fait systématiquement chez les enfants qui sont à l'école, c'est d'élaborer ce qu'on appelle un certificat médical, qui vont adresser à la direction pour montrer qu'ils sont drépanocytaires et qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut faire attention sur ces enfants-là. Notamment, il faut les éviter de l'éducation physique, il faut les dispenser de l'éducation physique, il faut que l'enseignant accepte qu'ils boivent
régulièrement de l'eau, même s'il est en classe, et que l'enseignant puisse avoir une attention sur l'enfant dès qu'il voit que effectivement il commence à être un peu fatigué au ce moment-là, alerter la famille, ou bien que si l'enfant fait une crise, voilà, alerter la famille et comprendre aussi que l'enfant peut être absent très souvent parce qu'il a fait une crise et que s'il rate une composition à un examen, il ne faut pas qu'il soit pénalisé pour ça, parce que malheureusement il y a eu des enfants qui ont été abandonnés parce que les crises ont coïncidé avec les périodes d'évaluation, ils n'ont pas pu être évalués et ils ont repris la classe plusieurs fois. Donc c'était donc des éléments qu'on explique aux parents, et dans le certificat médical aussi on met un certain nombre d'éléments qui vont être adressés à la direction de l'école et qui va transmettre à l'enseignant. Bon, ça me mène à une toute dernière question pour vous, professeur. C'est une question en lien avec notre émission, parce que c'est une émission en lien avec le développement. Est-ce que la drépanocytose a un impact sur le développement de nos pays? Évidemment, les malades drépanocytaires, compte tenu de la prévalence, parce que quand on parle de questions de santé publique, il s'agit d'une priorité de santé publique aujourd'hui. C'est cela. Ça veut dire que c'est une maladie qui est prioritaire de par sa gravité. De par sa gravité, il a dit, près de 52% de déperdition scolaire chez ces enfants-là, c'est un peu trop, si c'est ces enfants-là qui sont l'avenir de notre pays. Absolument. Donc, compte tenu de la fréquence aussi qui est très élevée, 12%, avec 5 000 à 6 000 naissances drépanocytaires par an, je pense que là, c'est une maladie qui touche quand même des bras valides, des malades qui sont tout le temps en crise et qui, malheureusement, ne pourront pas, en tout cas, être intégrés dans certains types d'activités. Apporter aussi leur contribution. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est les enfants habituellement qui sont très intelligents. Ils ont un bon quotient intellectuel, qui ne sont pas différents des autres enfants sur le plan intellectuel. Bon, on va souhaiter en tous les cas que le centre et bien d'autres personnes pourront contribuer à sensibiliser nos populations sur cette question-là. Et je vais vous remercier d'avoir vraiment accepté de répondre à nos questions. Et j'espère qu'à votre niveau, chers téléspectateurs, vous avez pu avoir des éléments concrets sur la drépanocytose. N'hésitez pas à vous joindre au centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose pour justement comprendre davantage cette maladie. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Nous allons vous conseiller de suivre les mesures barrières édictées par nos autorités dans la lutte contre le coronavirus. Merci et à très bientôt. Les 7 revues thématiques du groupe Arc-en-Ciel sont disponibles en kiosque. Dans la revue Leaders, exclusivement dédiée à l'économie, une enquête exclusive sur les dessous insoupçonnés du marché de l'or au Mali. Dans la revue Mine, un dossier inédit sur la mort programmée des artisans locaux dans le secteur de la bijouterie. La revue TIC analyse le front de l'accessibilité à l'Internet et les ménages sur la diversité linguistique. La revue Agriculture met en relief la valeur ajoutée de la météo sur la maîtrise des récoltes. Dans la revue BTP et Transport, un dossier sur l'AGEROUTE et ses nouvelles ambitions en matière d'entretien routier. La revue Environnement vous réserve un dossier exclusif sur les enjeux de la déforestation avec un document inédit sur la situation des forêts classées. Dans la revue Agriculture, une réflexion sur l'indépendance culturelle du Mali et un focus sur la success story du film Le Voile Secret. Les 7 revues sont disponibles au Mali, dans les boutiques Shell, en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution et des presses et dans les autres pays de la sous-région auprès des revendeurs classiques.